4 juin 1942, 9 heures du matin. Berlin. Dans l'aile des opérations de la chancellerie du Reich, Adolf Hitler écoute les comptes rendus militaires préparés pendant la nuit, rassemblés depuis toute l'Europe et au-delà. Comme presque toujours, le front de l'Est occupe l'essentiel de l'attention. Pourtant, parmi les dossiers figure aussi une brève note de renseignement venue du Pacifique, transmise par les attachés navals allemands et par des interceptions radio. Elle évoque une opération japonaise autour d'un atoll isolé nommé Midway, au nord-ouest d'Hawaï, où la marine impériale japonaise est engagée, à cette heure même, contre des forces américaines de porte-avions. Les informations sont fragmentaires, prudentes, volontairement mesurées. Il n'est encore question ni de victoire, ni de défaite. On parle de contact, de perte partielle, d'incertitude. Depuis des mois, les dirigeants allemands tiennent la suprématie navale japonaise pour une donnée acquise du conflit. L'attaque de Pearl Harbor, en décembre 1941, a solidifié cette conviction. 4 mois plus tard, les évaluations du renseignement allemand reposent toujours sur l'idée que le Japon garde l'initiative dans le Pacifique et que la puissance aéronavale américaine a été sévèrement amoindrie. Cette hypothèse a pesé lourd dans les calculs stratégiques de Berlin, nourrissant la certitude que les États-Unis resteraient dispersés entre deux océans, trop étirés et trop lents pour concentrer rapidement toutes leurs forces contre l'Europe. Au sein du haut commandement, les premiers rapports sur Midway sont lus sans inquiétude. Le ton est technique, prudent, filtré par des canaux japonais qui insistent sur l'engagement en cours plutôt que sur son issue. Les pertes aériennes sont mentionnées sans chiffres précis. Les mouvements de porte-avions sont signalés sans confirmation de dégâts. La bataille est présentée comme toujours en cours. À ce stade, à Berlin, personne ne parle de catastrophe. Ce qui retient toutefois l'attention, c'est l'absence d'une proclamation attendue, celle d'un succès japonais clair et décisif. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement des forces armées, reçoit le même résumé peu après Hitler. Il a passé la matinée plongé dans des rapports logistiques en provenance du front oriental, où l'on prépare une nouvelle offensive d'été vers le Caucase. Midway lui paraît d'abord secondaire. À ses yeux, la guerre allemande se jouera sur terre, à l'est. Le conflit du Pacifique reste l'affaire du Japon. Pourtant, dès ses premières heures, Keitel perçoit une anomalie. Les communications japonaises sont plus lentes qu'à l'accoutumée. Les affirmations sont plus étroites. La certitude habituelle fait défaut. À la mi-journée de Zweid, de nouvelles interceptions et des dépêches diplomatiques arrivent. Elles n'éclaircissent rien, elles brouillent en davantage le tableau. Un rapport évoque la perte d'un nombre important d'appareils japonais, un autre laisse entendre que les porte-avions américains n'ont pas été surpris à l'ancre, comme à Pearl Harbor, mais qu'ils étaient déjà en mer et ripostaient activement. Ce détail est lourd de sens. Il suggère une préparation sérieuse, un succès du renseignement et une réelle compétence opérationnelle du côté américain. Pour des planificateurs allemands habitués à sous-estimer l'efficacité militaire des États-Unis, le signal est profondément dérangeant. Alfred Jodl, responsable des opérations, suit l'évolution des informations avec une attention croissante. Depuis longtemps, il soutient que l'on ne doit pas considérer les États-Unis comme militairement naïfs. Il conçoit la guerre comme un système global, non comme une suite de batailles isolées, et il est attentif aux glissements de dynamique. L'absence de victoire japonaise clairement annoncée l'inquiète davantage que des pertes confirmées. Dans la guerre moderne, le silence est souvent une forme de gestion de crise. Jodl demande alors des rapports complémentaires, notamment sur d'éventuelles pertes de porte-avions. Aucun ne lui apporte le moindre apaisement. Au fil de l'après-midi, le vocabulaire des briefings internes évolue. La bataille est désormais qualifiée de coûteuse. La résistance américaine est décrite comme plus forte que prévu. Les objectifs japonais ne sont plus présentés comme atteints, mais comme disputés. Pourtant, aucune reconnaissance explicite d'une défaite n'apparaît. Cette retenue tient à la fois à l'incertitude du moment et à une pratique culturelle bien connue. Les communications militaires japonaises cherchent à préserver l'autorité et la confiance, surtout vis-à-vis des alliés. Les officiers allemands en sont conscients, tout comme de ce qui manque entre les lignes. Dans l'entourage d'Hitler, les discussions restent limitées. Lui-même ne manifeste guère de réaction visible. Il est réputé pour se concentrer sur les priorités immédiates et pour écarter les nouvelles défavorables jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à ignorer. Le théâtre pacifique échappe largement à son contrôle direct, mais les implications stratégiques sont suffisamment claires pour s'imposer.
Si les porte-avions américains sont encore opérationnels, alors les États-Unis conservent leur capacité offensive. Et si le Japon n'a pas réussi à les détruire, l'appareil industriel américain disposera du temps nécessaire pour entrer pleinement en jeu. En début de soirée, on déplissant ici, une évaluation plus détaillée parvient à Berlin par les canaux du renseignement naval. Elle suggère qu'au moins un porte-avions japonais a été gravement endommagé, peut-être perdu. Le rapport reste non confirmé, sans chiffres précis. Malgré cela, la portée de l'information est considérable. Les planificateurs navals allemands ont longuement étudié la guerre des porte-avions et ses conséquences sur le contrôle des mers et la projection de puissance. La perte d'un tel bâtiment n'est pas un simple revers tactique, c'est un événement stratégique. Plus tard dans la nuit, Karl Dönitz, commandant de la flotte sous-marine allemande, examine à son tour ces éléments. Depuis longtemps, il considère la capacité de construction navale américaine comme le problème central auquel l'Allemagne devra faire face. La guerre sous-marine repose sur l'usure et sur le temps. Si les États-Unis conservent leur force navale et accélèrent leur production, alors le temps joue contre l'axe. Midway, même encore enveloppé d'incertitudes, laisse entrevoir une marine américaine qui apprend et s'adapte plus vite que prévu. À la fin de cette journée du 4 juin, aucune conclusion officielle n'est formulée à Berlin. Aucun communiqué n'est publié, aucune décision n'est annoncée. Mais, parmi les officiers supérieurs, une réévaluation silencieuse a commencé. La guerre telle qu'ils l'avaient imaginée, un Pacifique tenu par le Japon pendant que l'Allemagne écrase l'Union soviétique avant que la puissance américaine ne se déploie pleinement, vient de se fissurer. L'idée d'un succès japonais continu ne peut plus être tenue pour acquise. Mais, parmi les officiers supérieurs, une révision silencieuse a bel et bien commencé. La guerre telle qu'ils l'avaient imaginée, un Pacifique, solidement tenu par le Japon pendant que l'Allemagne écrase l'Union soviétique avant la pleine mobilisation américaine, est désormais traversée par une incertitude majeure. L'idée d'un succès japonais continu, allant de soi jusqu'alors, ne peut plus être considérée comme acquise. Ce qui demeure inexprimé cette nuit-là est plus lourd encore. Si les porte-avions américains ont survécu et infligé des pertes sévères, alors les États-Unis ne se contentent plus d'être présents dans la guerre, ils en façonnent déjà le cours. Pour la première fois depuis décembre 1941, les commandants allemands sont contraints d'envisager que l'équilibre mondial sur lequel ils comptaient puisse être en train de basculer hors de leur portée. 2 jours après les premiers échos venus du Pacifique, une synthèse de renseignements parvient aux plus hauts échelons du commandement allemand. L'incertitude des débuts a laissé place à la confirmation. 4 porte-avions de la flotte japonaise, Akagi, Kaga, Soryu et Hiryu, ont été détruits au large de Midway. Des centaines de pilotes chevronnés et de membres d'équipage de pont ont disparu avec eux. Les porte-avions américains engagés, eux, sont toujours opérationnels. Le combat n'est plus présenté comme disputé, il est désormais qualifié de défaite japonaise décisive. Adolf Hitler prend connaissance du rapport au cours d'une conférence militaire programmée. Le décor est familier, les chefs militaires alignés autour d'une longue table, les cartes du front de l'Est recouvrant les murs. Le point sur le Pacifique est relégué à l'ordre du jour secondaire, mais son contenu brise immédiatement le rythme de la réunion. Hitler ne coupe pas la parole. Il écoute. Sa réaction reste contenue, mais son attitude se modifie. Ces questions ne portent pas sur l'ampleur des pertes japonaises, mais sur les capacités américaines. Combien de porte-avions étaient engagés ? À quelle vitesse pourrait-il être remplacé ? Faut-il voir dans ce résultat un simple concours de circonstances ou la preuve d'une réelle compétence ? Pour Hitler, l'importance de Midway ne réside pas dans le théâtre pacifique en lui-même, mais dans ce que la bataille révèle des États-Unis. Sa vision du monde repose depuis longtemps sur l'idée d'une Amérique puissante sur le plan industriel, mais lente sur le plan stratégique, divisée politiquement et culturellement, mal préparée à une guerre prolongée. Pearl Harbor avait semblé confirmer ce jugement. Midway le remet en cause. L'affrontement suggère une pénétration efficace du renseignement, une prise de décision rapide et des opérations de porte-avions coordonnées sous une pression extrême. Ce ne sont pas là les signes d'un adversaire maladroit ou improvisé. Wilhelm Keitel perçoit aussitôt le changement de ton. La discussion s'éloigne des erreurs opérationnelles japonaises pour se tourner vers le potentiel américain. Une direction inconfortable. Toute la planification allemande reposait sur le facteur temps, le temps d'écraser l'Union soviétique, le temps d'épuiser la Grande-Bretagne, le temps de contenir l'engagement américain à un soutien matériel. Midway suggère que le temps n'est plus neutre.
Alfred Jodl aborde les implications sans détour. Il souligne que le Japon a perdu bien plus que des navires, sans cas des hommes irremplaçables. La guerre des porte-avions dépend de pilotes entraînés et d'officiers de pont expérimentés, des ressources qui ne se reconstituent pas rapidement. Les États-Unis, en revanche, n'ont pas subi de pertes comparables. Leur appareil industriel est déjà en expansion. Les chantiers navals sur les deux côtes fonctionnent à un rythme inédit. Jodl ne se livre pas à des conjectures. Il énonce des données mesurables, calendrier de construction, volume de production aéronautique, capacité de formation. Le contraste est saisissant. Hitler réagit sur la défensive. Il critique la planification japonaise et attribue la défaite à des erreurs tactiques plutôt qu'à une faiblesse structurelle. Il affirme que la guerre en Europe reste décisive et que le rôle du Japon consiste avant tout à fixer les forces américaines, non à remporter seul la victoire. Pourtant, même à mesure qu'il parle, l'équilibre stratégique qu'il décrit se fragilise. Le Japon était censé anéantir la puissance navale américaine dans le Pacifique, pas simplement la retarder. Karl Dönitz, attentif, écoute sans intervenir. Son champ de préoccupation est plus étroit, mais les conséquences n'en sont pas moins profondes. La guerre sous-marine contre le trafic américain repose sur des hypothèses précises: disponibilité des escortes, rythme de remplacement des navires, priorité navale adverse. Si les États-Unis conservent leurs porte-avions et accélèrent leur production, la protection des convois s'améliorera. Des pertes jadis jugées supportables deviendront inacceptables. Dönitz sait que la guerre industrielle favorise celui qui peut encaisser les coups sans s'effondrer. Midway laisse penser que l'Amérique en a la capacité. Dans les bureaux de planification de la marine allemande, Midway entraîne une révision discrète des perspectives à long terme. L'idée d'une domination japonaise durable du Pacifique disparaît silencieusement des documents internes. Les nouvelles analyses décrivent désormais la guerre du Pacifique comme mouvante, non comme figée. Ce glissement de vocabulaire est révélateur. Il traduit la reconnaissance que les forces américaines ne se contentent pas de se relever, elles s'adaptent. Pour Hitler, l'impact psychologique est plus lent mais plus profond. Il a toujours cru que la volonté et l'engagement idéologique pouvaient compenser un désavantage matériel. Midway contredit cette croyance en montrant que l'organisation, le renseignement et la production peuvent inverser une infériorité initiale. Les États-Unis sont entrés tardivement dans la guerre, mais ils ne l'ont pas fait à l'aveugle. Leur commandement naval a déjà tiré les leçons de la défaite. Lorsque la conférence s'achève, aucun ordre n'est donné en réaction à Midway. L'Allemagne n'a de toute façon aucune marge d'action dans le Pacifique. Mais l'illusion de prévisibilité s'est brisée. La guerre ne se déroule plus selon la séquence attendue. L'ennemi que Hitler avait jugé décadent et indécis vient de démontrer sang-froid et détermination. Ce soir-là, des mémorandums internes commencent à circuler parmi les principaux planificateurs. Ces documents n'emploient aucun ton dramatique, ils n'annoncent pas la défaite. En revanche, ils révisent les calendriers, ils allongent les prévisions, ils admettent l'existence d'un risque. Jamais ces textes ne seront lus publiquement, ils sont destinés à ceux qui savent reconnaître ce qui a changé. Midway n'a pas transformé le champ de bataille européen. Les armées soviétiques tiennent toujours à l'est. Les bombardiers britanniques continuent de frapper les villes allemandes. Mais l'horizon, lui, s'est déplacé. Les États-Unis se sont révélés comme un belligérant actif et compétent. La guerre que l'Allemagne pensait conclure rapidement glisse vers un conflit d'endurance. Et, plus que le courage ou l'idéologie, c'est l'endurance qui décidera de ceux qui resteront debout lorsque la foi seule ne suffira plus. Dans les jours et les semaines qui suivent la bataille de Midway, le langage employé au sommet du commandement allemand évolue, tant dans le ton que dans le contenu. Officiellement, rien ne transparaît. Les communiqués continuent d'afficher confiance, détermination et certitude de la victoire. En privé cependant, la haute hiérarchie militaire commence à parler avec une lucidité absente depuis les premières années du conflit. Midway devient un point de référence constant dans les échanges internes. Non pour son lieu ou ses protagonistes, mais pour ce qu'elle révèle de l'adversaire auquel l'Allemagne est désormais confrontée. Alfred Jodl consigne ses inquiétudes dans des notes opérationnelles réservées au cercle restreint des planificateurs. Il ne s'attarde pas sur les erreurs japonaises, il se concentre sur la réaction américaine. Il souligne que les forces de porte-avions américaines n'étaient pas seulement présentes, mais correctement positionnées, signe d'un renseignement efficace et d'une discipline de commandement solide.
Il relève que l'aviation navale américaine a mené des frappes coordonnées sous pression, obtenant des résultats décisifs dans un laps de temps très réduit. Pour Jodl, cela désigne un ennemi qui apprend, capable de corriger rapidement ses erreurs. Il ne présente pas cela comme un danger à venir, mais comme une réalité déjà installée. Les interventions de Wilhelm Keitel lors des conférences d'état-major sont plus prudentes, mais tout aussi révélatrices. Il insiste sur la nécessité d'accélérer les opérations à l'Est, convaincu que l'Allemagne doit obtenir des résultats décisifs avant que la puissance américaine ne puisse être pleinement engagée. Son urgence reflète une compréhension largement partagée. Le calendrier de la guerre n'est plus indéfini. Midway l'a raccourci. Chaque mois sans décision joue désormais en faveur de l'ennemi. Au sein des cercles de commandement naval, Karl Dönitz se montre de plus en plus direct. Il affirme que les États-Unis ont prouvé leur capacité à absorber des pertes sans paralysie stratégique. L'atout majeur d'une puissance industrielle combattant loin de son territoire. Il avertit que les succès des sous-marins seront temporaires si la production américaine ne peut être submergée. En privé, il admet que cet objectif est peu réaliste. Les chiffres de construction navale américaine continuent de grimper. Le nombre d'escortes augmente. Les programmes de formation s'élargissent. Midway renforce sa conviction que les États-Unis se préparent à une guerre de longue durée, mesurée en années plutôt qu'en campagne. Ces échanges ne sont pas chargés d'émotion, mais leur contenu est indéniablement empreint d'inquiétude. Les généraux ne se demandent plus si les États-Unis sont capables de se battre efficacement. Ils s'interrogent sur le temps dont dispose encore l'Allemagne pour retarder l'inévitable concentration de la puissance américaine en Europe. Ce basculement marque un tournant psychologique. L'ennemi n'est plus abstrait ni sous-estimé. Il est identifié, évalué et de plus en plus respecté. La présence d'Hitler complique ces discussions. Lors des réunions officielles, il continue d'affirmer sa confiance dans le destin de l'Allemagne et de balayer les inquiétudes liées à l'intervention américaine comme excessives. Il attribue Midway à des erreurs tactiques japonaises plutôt qu'à la compétence américaine. Pourtant, son comportement privé trahit une conscience plus aiguë des difficultés. Il interrompt plus souvent les briefings. Il exige des chiffres de production. Il remet en cause des hypothèses jusque-là incontestées. Son besoin de contrôle s'intensifie à mesure que ses certitudes s'érodent. Parmi les généraux, aucune réponse unifiée n'émerge. Certains s'accrochent à l'idée qu'une victoire décisive à l'Est rendra la puissance américaine sans importance. D'autres en doutent ouvertement, mais seulement dans des cercles très restreints. Ce qui les rassemble, c'est la reconnaissance que l'Allemagne mène désormais une guerre mondiale contre un adversaire disposant de ressources inégalées et d'une capacité d'adaptation démontrée. Midway devient le raccourci de cette réalité, les constats les plus révélateurs n'apparaissent pas dans les réunions formelles, mais dans les annotations en marge, les rapports après action et la correspondance privée. Ces documents livrent une analyse militaire professionnelle, débarrassée de l'idéologie. Ils admettent que les pertes japonaises en porte-avions sont irréparables à court terme. Ils constatent que les filières de formation américaines se développent au match plus vite que prévu par les planificateurs de l'Axe. Ils reconnaissent que l'écart technologique se réduit au lieu de s'élargir. Personne ne parle de capitulation. Personne ne prédit ouvertement la défaite. Mais un vocabulaire nouveau apparaît, avec prudence, presque à mots couverts. Des expressions évoquant des rapports défavorables, des délais prolongés, des désavantages cumulatifs reviennent de plus en plus souvent. Ce ne sont pas les mots d'hommes convaincus de pouvoir modeler la guerre à leur guise. Ce sont ceux d'hommes qui comprennent que le contrôle leur échappe. Midway modifie également la manière dont les généraux allemands perçoivent la coordination au sein de l'Axe. L'hypothèse d'un succès parallèle laisse place à l'inquiétude face à des capacités divergentes. La défaite japonaise met en lumière la fragilité d'une stratégie fondée sur un allié dont la base industrielle ne peut rivaliser avec celle de son adversaire. La guerre n'est désormais plus synchronisée. Elle devient morcelée, inégale, de plus en plus difficile à maîtriser. À mesure que l'été avance, les évaluations internes s'assombrissent. Le front de l'Est engloutit des ressources colossales. La défense aérienne ploie sous l'intensification des bombardements alliés. Les pertes de sous-marins s'accumulent. Midway n'est pas à l'origine de ces tensions, mais elle en éclaire la direction. Elle confirme que l'ennemi ne se contente pas de résister. Il progresse. Pour les généraux allemands qui perçoivent clairement cette évolution, Midway marque l'instant où le jugement professionnel prend le pas sur la certitude idéologique. Ils continuent à servir. Ils continuent à planifier.
Mais sous la discipline demeure la conscience que l'équilibre de la guerre s'est déplacé d'une manière que la seule volonté ne peut corriger. Ils ignorent encore combien de temps durera le conflit, ni jusqu'où iront ses conséquences. Ils savent seulement que les hypothèses d'hier ne tiennent plus, et que l'avenir sera façonné par des forces échappant à leur contrôle. Dans les bureaux de planification allemands, les effets de Midway ne sont plus abordés comme ceux d'une simple défaite navale. Ils sont interprétés comme le symptôme d'un déséquilibre structurel impossible à réparer. Les mémorandums stratégiques rédigés durant l'été 1942 traduisent cette nouvelle lecture de la guerre. L'objectif glisse de la victoire vers la gestion du risque, le retardement de l'effondrement et l'exploitation maximale de ressources qui se raréfinent. Midway s'impose comme la preuve que le temps, autrefois allié de l'Allemagne, joue désormais contre elle. Alfred Jodl examine les chiffres de production mis à jour en parallèle des prévisions opérationnelles. Les données sont exactes, implacables. La production aéronautique américaine continue de croître. Les chantiers navals augmentent leur capacité au lieu de se limiter au remplacement des pertes. Les programmes de formation s'étendent au rythme de l'expansion industrielle. Ces tendances ne relèvent pas de la spéculation, elles sont mesurables. Jodl comprend que même une exécution parfaite du côté allemand ne suffirait pas à combler l'écart. La guerre moderne, il le sait, ne se décide pas par le génie seul, mais par la capacité à produire et à remplacer dans la durée. Midway montre que les États-Unis peuvent encaisser des revers initiaux et en ressortir plus forts. Au sein du commandement naval, Karl Dönitz plaide pour une intensification de la guerre sous-marine qu'il considère comme le dernier levier encore disponible. Il soutient que l'Atlantique demeure le théâtre décisif, là où la puissance américaine peut être entravée avant d'atteindre l'Europe en force. Mais même lui reconnaît les limites de cette stratégie. Les technologies d'escorte progressent. La couverture aérienne s'étend. Les pertes augmentent. Le rapport entre navires coulés et sous-marins perdus devient chaque mois moins favorable. Midway renforce sa crainte que les États-Unis ne puissent être ralentis suffisamment longtemps pour que cela change l'issue du conflit. Pour Wilhelm Keitel, les conséquences sont avant tout opérationnelles. Il presse d'accélérer sur tous les fronts, de lancer des offensives plus rapides, d'accepter davantage de risques. Il est convaincu que seule une action décisive peut empêcher la convergence des puissances américaines, britanniques et soviétiques. Mais ces appels se heurtent à la réalité. Les réseaux logistiques sont saturés, les pénuries de carburant s'aggravent, les pertes humaines s'accumulent, le système est déjà poussé à ses limites. Midway n'engendre pas ces difficultés, mais elle dissipe l'illusion qu'elles pourraient être surmontées par l'initiative seule. Adolf Hitler répond à ces analyses par une rigidité croissante. Il rejette toute proposition suggérant une contraction stratégique ou une hiérarchisation des priorités. Il affirme que la volonté et la détermination peuvent compenser l'infériorité matérielle. Pourtant, ces directives deviennent plus détaillées, plus intrusives, moins souples. Cette attitude trahit la pression plutôt que la confiance. Il sent que la marge d'erreur a disparu. Midway a démontré que l'ennemi n'a pas besoin d'être supérieur partout pour l'emporter. Il lui suffit de durer. L'armée allemande commence alors à comprendre que la guerre est entrée dans une phase où les résultats se cumulent. Chaque perte amplifie la suivante. Chaque délai favorise l'adversaire. Midway incarne ce basculement. La perte de 4 porte-avions japonais ne peut être réparée rapidement, si tant est qu'elle le puisse un jour. Les équipages expérimentés ont disparu. Les filières de formation ne peuvent les remplacer à temps. Pendant ce temps, les porte-avions américains restent en activité, appuyés par une infrastructure en pleine expansion. L'asymétrie est évidente. Les discussions stratégiques font de plus en plus référence à la notion d'irréversibilité. Certains seuils, une fois franchis, ne peuvent être rétablis. Midway est identifié comme l'un de ces points de bascule. Elle marque le moment où la puissance navale américaine passe de la reconstruction à l'expansion. Pour l'Allemagne, cela signifie que l'espoir de maintenir durablement les États-Unis divisés entre 2 océans s'est évanoui. Les forces américaines finiront par se concentrer. La question n'est plus de savoir si, mais quand. Cette prise de conscience transforme le ton de la planification allemande. Les projections optimistes disparaissent. La planification de crise devient centrale. Les dirigeants parlent moins de façonner les événements et davantage d'y réagir. Le vocabulaire de l'inéluctable s'installe sans jamais être reconnu publiquement. La guerre que l'Allemagne espérait
Gagner par la vitesse et le choc se mue en un long affrontement d'usure contre un adversaire particulièrement apte à tenir dans la durée. Midway modifie aussi, pour certains officiers allemands, la dimension morale du conflit. Ils commencent à comprendre que l'idéologie ne peut ni produire des ressources, ni remplacer une main-d'œuvre qualifiée. La croyance ne fabrique ni acier, ni carburant, ni pilotes entraînés. La conviction ne produit ni acier, ni carburant, ni pilotes formés. Les États-Unis ne combattent pas par désespoir, mais par capacité. Cette différence est essentielle. Elle signifie que la force de l'ennemi est appelée à croître avec le temps, et non à s'épuiser. À la fin de l'été, Midway ne fait plus débat. Elle est intégrée, acceptée. Elle devient un point de référence implicite, la base silencieuse à partir de laquelle s'élabore désormais toute planification. La guerre est comprise comme impossible à gagner par des moyens conventionnels, une conclusion qui demeure cependant cantonnée à la sphère privée. Le devoir, la discipline et la hiérarchie garantissent la continuité des opérations. Les ordres sont exécutés. Les plans continuent d'être rédigés. Mais sous cette façade subsiste la conscience que l'issue échappe progressivement à toute maîtrise. Ce que Midway représente en définitive pour les dirigeants allemands n'est pas la défaite, mais la mise à nu. Elle révèle la nature réelle du conflit dans lequel ils se sont engagés. Une guerre qui ne se décide pas par des victoires isolées, mais par l'accumulation de capacités dans la durée. Une guerre où les atouts de l'Allemagne sont limités, tandis que ceux de ses adversaires ne cessent de croître. La question qui demeure n'est plus de savoir comment gagner, mais combien de temps le système pourra tenir avant que le déséquilibre ne devienne impossible à dissimuler. À la fin de l'année 1942, la bataille de Midway a disparu du discours public allemand. Elle n'est mentionnée ni dans les discours, ni dans la presse, ni dans les bilans officiels de la guerre. Aucune explication n'est fournie, aucune leçon n'est reconnue. L'événement ne subsiste que dans les documents internes et dans la compréhension privée des responsables. Pour le commandement militaire allemand, Midway n'est plus un choc. Elle est devenue un repère discret, un moment fixé dans la mémoire comme le premier signal clair que la trajectoire de la guerre ne peut plus être inversée. Adolf Hitler continue d'évoquer la victoire finale. Sa rhétorique publique se fait plus pressante, plus absolue à mesure que la situation stratégique se dégrade. Il exige loyauté, sacrifice et foi. Pourtant, ces décisions traduisent de plus en plus la contrainte plutôt que l'assurance. Il refuse tout retrait, écarte toute hiérarchisation des priorités et impose la défense du terrain quel qu'en soit le prix. Cette rigidité n'est pas celle d'un chef qui élargit ses options, mais celle d'un dirigeant qui tente de nier la perte de contrôle. Midway demeure tu, mais sa leçon imprègne chacune des marges de manœuvre qui se réduisent. Au sein du corps des officiers supérieurs, le savoir acquis en 1942 se transforme peu à peu en résignation. Alfred Jodl poursuit la planification des opérations avec un professionnalisme intact, mais ses analyses partent désormais du principe d'un conflit prolongé contre des adversaires matériellement supérieurs. Il privilégie l'efficacité, la coordination et la limitation des dégâts. Le langage de la possibilité cède la place à celui de la gestion. La guerre n'est plus pensée comme quelque chose à gagner rapidement, mais comme une épreuve à supporter le plus longtemps possible. Wilhelm Keitel, étroitement lié à l'autorité de Hitler, étouffe les doutes et impose l'obéissance. Il saisit parfaitement les implications de Midway et l'ampleur croissante du rôle américain. Mais sa position ne lui permet aucune déviation. Le système qu'il sert repose sur la discipline, non sur la dissidence. Le silence devient une stratégie de survie au sein de la structure de commandement. Ce qui ne peut être modifié n'est pas discuté ouvertement. Ce qui est y compris est porté en soi. Karl Dönitz poursuit sa campagne dans l'Atlantique avec détermination. Même si les pertes augmentent, la construction navale américaine dépasse largement les tonnages coulés. Les tactiques d'escorte se perfectionnent. La couverture aérienne comble les brèches autrefois exploitées par les sous-marins. Dönitz identifie clairement la tendance. L'ennemi encaisse les coups et se renforce. Le déséquilibre perçu après Midway s'est mué en domination. Pourtant, il continue non par conviction de victoire, mais parce que le système exige l'action jusqu'à l'effondrement. Pour les planificateurs allemands, Midway en vient à symboliser l'instant où les résultats deviennent cumulatifs et irréversibles. Elle est comprise comme le point à partir duquel la puissance américaine passe du potentiel à l'application concrète. Les États-Unis ne se précipitent pas, ils construisent, ils forment,
Ils coordonnent. Lorsque leurs forces apparaîtront en Europe avec une supériorité décisive, l'issue sera déjà façonnée par des années de préparation. Ceux qui l'ont compris tôt portent le fardeau de la clairvoyance sans pouvoir d'action. À mesure que les bombardements alliés s'intensifient et que le front de l'Est saigne en hommes et en matériel, la conscience née à Midway se diffuse silencieusement dans les échelons supérieurs. Il n'y a pas de moment unique de reconnaissance, pas d'aveu collectif. La vérité s'impose progressivement à travers les tendances, les chiffres et les confirmations répétées. La guerre que l'Allemagne espérait maîtriser par la vitesse et la volonté s'est transformée en un processus gouverné par l'usure et la capacité. L'écart entre le récit public et la compréhension privée ne cesse de s'élargir. La propagande promet le salut. Les documents internes calculent l'épuisement. Les officiers continuent de servir, liés par le serment et la structure, tandis que la foi s'érode. Cette coexistence du devoir et du doute définit les dernières années de la guerre pour les dirigeants allemands. Ils ne combattent plus pour la victoire telle qu'ils l'entendaient autrefois. Ils combattent pour retarder l'inévitable. Avec le recul, la place de Midway dans cette histoire n'a rien de spectaculaire. Aucune ville allemande ne brûle à cause d'elle. Aucune armée ne bat en retraite immédiatement. Sa force réside dans ce qu'elle a révélé très tôt à ceux formés à lire les tendances plutôt que les manchettes. Elle a mis au jour le déséquilibre fondamental au cœur du conflit. Un déséquilibre que l'idéologie ne pouvait corriger et que le courage ne pouvait compenser. Lorsque la guerre s'achève en Europe en 1945, l'issue surprend les civils, mais pas ceux qui, des années plus tôt, avaient étudié les chiffres. Pour eux, la conclusion était visible dès l'instant où les porte-avions américains ont survécu et riposté dans le Pacifique. Midway n'a pas mis fin à la guerre.